Roger Fiametti, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question va vous permettre de répondre à cette question, à cette interrogation. Pourquoi Guy Daniel vient de rééditer le langage émotionnel du corps? Parce que si les émotions vivent, comme vous le dites dans votre ouvrage, avant tout dans les cellules, est-ce que la psychothérapie par la parole serait suffisante pour être pertinente? Moi, j'en veux pour preuve que les psychologues utilisent beaucoup mon livre justement pour les accompagner dans leur traitement, parce que le corps parle. Alors, le corps est l'interface du subconscient et le subconscient gère nos émotions et notre vie à 99%. Donc, par le corps, on peut atteindre le subconscient, ainsi que par l'hypnose ou par le MDR et par d'autres techniques. Mais la psychothérapie verbale, évidemment, fait du bien. Ça permet de parler, de construire ou de déconstruire des traumas, etc. Donc c'est plus dans le verbal, c'est plus dans le mental, hein, dans le cognitif. Maintenant, il y a effectivement ce corps qui est le réservoir, qui est le coffre-fort de nos émotions refoulées. Et ces émotions, elles sont refoulées dans les fascias. Alors pourquoi est-ce qu'on a réédité justement ce livre? Parce que il y a 20 ans, quand je parlais des fascias et que je disais que le corps est quand même le reflet de notre histoire même dont on n'a pas conscience, puisque notre histoire, elle commence pas le jour de notre date de naissance, de notre naissance à l'hôpital, à la clinique ou dans une cuisine, comme ça se passait dans le temps, mais c'est le jour déjà de la première seconde in utero, hein, de la création finalement, et de l'anidation de l'embryon, de l'œuf dans l'utérus. Donc ces 9 mois de vie intra-utérine sont déjà le début de la vie, et c'est déjà là que s'impriment dans les fascias toutes les émotions ressenties par la mère pendant la grossesse, pendant la gestation, ce qui est important. Donc ce corps va s'imprimer de tout ce qui a été ressenti par le fœtus. Et dans les fascias, il y a 270 millions de récepteurs nerveux. Avant, les fascias, on disait, c'était des enveloppes qui glissaient les unes contre les autres, comme des feuillets, comme des feuilles de papier. Et c'était déjà une avancée que de parler comme ça. Maintenant, on sait que les fascias sont considérés comme des organes. C'est un organe. Il y a des nerfs, des artères, des veines, des récepteurs sensibles, des fuseaux neuromusculaires. C'est vraiment l'organe qui déjà, à la première seconde de la vie, va capter tous les ressentis. Alors, Roger Fiametti, si on devait définir en une phrase les fascias, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas médecins. Alors les fascias, en fait, ce sont des structures, hein, des microtubules de l'ordre du micron, de 30, 40, ça dépend un peu des endroits où on se situe. Si on veut voir un fascia, comme on en voit tous les jours et on ne s'en rend même pas compte, on prend un morceau de viande et parfois tu as une fine couche transparente sur le morceau de steak. Ben ça, c'est le fascia du muscle. C'est finalement des structures qui relient tous les organes, tous les os, tous les éléments du corps entre eux. Donc c'est comme une grande toile d'araignée qui part dans les 3 dimensions. Le fascia du muscle, le périmysium, va suivre le tendon, parce que le muscle se termine toujours par un tendon pour s'attacher à un os, et le fascia du muscle va se fondre dans le fascia de l'os, qui est le périoste. Le fascia du cœur, c'est le péricarde. Le fascia des poumons, c'est la plèvre. C'est toujours ces tissus de connexion. Et quand je dis ces tissus, je dis le contraire, mais ce ne sont pas des tissus, c'est vraiment un organe dans les intestins, dans l'abdomen, c'est le péritoine qui est le Bon. fascia. Donc on connaît ces noms. On a toujours parlé des fascias sans s'en rendre compte, mais maintenant les neurosciences, actuellement et depuis des années maintenant, prouvent que ces fascias sont vraiment à considérer comme un organe et non plus comme un tissu. Autre question sur les autres cultures et les autres médecines. Les cultures médicales orientales usent de métaphores qui relieraient les organes aux émotions. Par exemple, le foie à la colère, les reins aux peurs. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est symbolique? Et qu'en pense la médecine occidentale? Alors c'est vraiment réel, ce n'est pas symbolique. On a vraiment des liens. On a des liens entre les organes. Par exemple, le foie, c'est la peur de manquer. Hein. Alors évidemment que les Asiatiques, les Chinois, depuis 3500 ans, fonctionnent comme ça.
La médecine occidentale, elle a 300 ans. Il faut dire que les premiers chirurgiens, c'était sous Napoléon, et que c'était les coiffeurs qui étaient les seuls qui jouaient avec des lames pour raser, hein, pour faire la barbe. C'était les seuls c'était les premiers à être chirurgiens, à découper les corps. Hein, bon, Léonard de Vinci aussi a fait des autopsies, a été un des premiers à faire des autopsies post-mortem et aussi de faire de l'anatomie et avoir des coupes anatomiques extraordinaires, mais il a fait ça évidemment en étant dans l'illégalité et évidemment en étant En caché. cachette. On a eu le fameux médecin Simès, a eu cette émission quand il était avec Adriana Carambeu. Il est allé en Chine et bon, c'est vrai qu'il était toujours un peu dubitatif des médecines complémentaires, alternatives ou parallèles, quelle que soit la dénomination qu'on leur donne. Et il est allé dans un hôpital en Chine pour parler d'acupuncture et pour faire un reportage sur l'acupuncture. Et il est arrivé dans la salle d'opération, hein, en chirurgie, et là, en chirurgie cardiaque, il y a une dame qui se fait opérer à cœur ouvert. Ça veut dire écartèlement, on scie à la scie circulaire le thorax, on ouvre pour aller traiter le cœur. Et la personne qui l'accueillait lui dit, ben voilà, elle n'est pas endormie, savez-vous? Comment ça, elle n'est pas endormie? C'est pas possible. On est en train de lui, et on voyait le chirurgien avec la scie circulaire en train de lui ouvrir le thorax. Alors il dit non, je veux voir ça. Alors il rentre, il met son bonnet, il met ses chaussons, et la dame, elle avait son bras étendu, et l'acupuncteur lui a mis 3 aiguilles. Et elle pouvait être opérée à cœur ouvert, en étant consciente, et alors il lui parle, il dit c'est pas possible, elle est anesthésiée. Non, non, c'est possible. Et alors il rentre, il parle à la dame, et la dame lui répond, complètement consciente. Et ça montre bien que l'acupuncture a quand même une puissance incroyable. Et la médecine chinoise repose quand même sur ces fameux fondamentaux que le corps est relié aux émotions et les organes sont reliés aux émotions. Et moi, c'est comme ça que j'ai finalement fait la triade, la connexion entre corps, émotion, vertèbre, émotion et vertèbre, organe. On sait que dans la neurophysiologie, certains niveaux vertébraux correspondent aux organes. Par exemple, D9, c'est pour le foie, c'est le nerf petit splanchnique qui commande le foie. Eh bien, le foie, c'est la colère et c'est la peur de manquer. Donc, on s'est relié certaines vertèbres à certaines émotions. Donc, moi, j'ai fait cette liaison-là. Et puis, petit à petit, j'ai établi une cartographie et qui s'est vérifiée assez reproductible. Et je veux dire, à 95%, on a des résultats incroyables. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez de la pensée positive. Est-ce que toutes les maladies peuvent-elles se déchiffrer? Quelles sont les limites thérapeutiques de la pensée positive? La pensée positive, j'en parle, mais j'en parle, c'est anecdotique, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de penser positif, c'est d'enlever le négatif de nos pensées inconscientes. C'est ça qui est important. Donc, si on a un trauma qui est sur la peur de ne pas s'en sortir, quand est-ce qu'on aurait pu avoir peur de ne pas s'en sortir? Eh bien, le neuropsychiatre Grof, Stanislas Grof, a mis au point toutes les fameuses matrices périnatales et il explique qu'au moment où la maman expulse le bébé, quand l'utérus se contracte, ça c'est physiologique, le bébé est poussé vers l'extérieur. Et si le col ne se dilate pas, le bébé est bloqué. Eh bien ça c'est la sensation de sans issue. Eh bien cette peur de ne pas s'en sortir, elle peut être déjà initiée à ce moment-là. Ça peut être à ce moment-là qu'elle s'intègre dans le corps, dans les fascias et dans l'inconscient de l'individu qui, durant toute sa vie, tant qu'il n'a pas réglé cette peur de ne pas s'en sortir, va être confronté à des événements qu'il va inconsciemment même provoquer et pour se retrouver face à cette sensation de sans issue. Donc, est-ce qu'on peut dire, ok, je n'arrive pas à m'en sortir, je vais penser positivement que la prochaine fois je vais m'en sortir? C'est pas suffisant. Il faut déprogrammer le corps de cette peur de ne pas s'en sortir qui s'est inscrite dans le corps. Et ce niveau-là, c'est la première dorsale, la fameuse bosse de bison. Et quand on est coincé à ce niveau-là, ben ça donne tous des symptômes, et vraiment des symptômes très, très, très spécifiques, notamment chez les enfants qui sont un peu dans le gaz, dispersés, dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, qui sont à côté de leur pompe, qui ne comprennent pas, qui oublient tout. Ils font leur dictée le mercredi soir avec leur maman, ils ont 10 sur 10, 0 faute. Le lendemain à l'école, ils ont 3 sur 10 et ils ne comprennent pas pourquoi. Moi, j'ai des joueurs de foot,
des numéros 9, hein, des centres avant, ils ont cette peur de ne pas s'en sortir, cette peur de manquer, cette peur de rater. Moi, j'ai un jour de foot, par exemple, il avait début de saison, de septembre à décembre, il marque 5 goals. Et chaque fois qu'il est devant le goal, plutôt que d'oser shotter, il a peur de ne pas s'en sortir, il fait une passe, il fait des assists. Ma numéro 9, c'est pas fait pour faire des assists, c'est fait pour buter. Eh bien, Sûr. deuxième partie de la saison, on règle son problème, il marque 40 goals. Fin de saison, 45 goals, meilleur buteur de sa série. Parce qu'il a osé, parce qu'il a dépassé la peur d'oser. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez aussi, il y a tout un aspect sur l'hérédité génétique. Est-ce qu'elle est surestimée ou sous-estimée par la médecine occidentale? On en parle de plus en plus, hein, parce que maintenant on parle de la transgénéalogie, on parle de la génétique, on parle de l'épigénétique aussi. Donc ça veut dire qu'avant on disait on a un capital génétique d'autant de millions de cellules, de milliards de cellules, et d'année en année on en perd. Maintenant, la médecine classique et les recherches scientifiques nous prouvent qu'on peut toujours reformer des cellules neurologiques et qu'il n'y a pas vraiment un capital qui au départ est bien acquis et puis qui diminue. L'épigénétique nous prouve qu'avec cette plasticité cérébrale, on peut recréer des circuits neuronaux même quand on en a perdu. On peut en recréer d'autres. Et l'environnement, la façon de se nourrir, la façon de respirer, donc tous les paramètres de la vie finalement, la nourriture, l'ambiance, l'environnement, le côté empathique des autres envers soi et de soi envers les autres, donc tous ces facteurs vont faire que l'individu peut retrouver un équilibre ou même reformer des circuits neuronaux même quand il en a perdu. Donc ça veut dire qu'on peut toujours évoluer, il n'y a rien d'arrêté, il n'y a rien de déterminé. Alors il y a toutes les techniques maintenant de cohérence cardiaque, toutes les méditations, le yoga, et puis bon, maintenant je pense que dans toutes les médecines et même en oncologie maintenant, les médecins, les oncologues conseillent d'ailleurs aux gens de faire de la relaxation, de la sophrologie, parce qu'ils enfin, ils expliquent et ils prouvent même que à partir du moment où l'individu, le patient, est dans un environnement favorable qui diminue le stress, il va avoir des meilleurs résultats au niveau de sa guérison. Roger Fiametti, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, merci pour cette ouverture sur nos mémoires inconscientes corporelles et émotionnelles qui nous permettent de mieux nous connaître. À bientôt.